Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, la même heure à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la première du Mali Actualité, les titres. L'Afrique produit moins d'1% des vaccins dont elle a besoin. La révélation est faite à la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Lusaka. Dans la capitale zambienne, les pays de l'organisation plaident aussi pour la disponibilité des produits sanguins de qualité. En Côte d'Ivoire, plus de 50 candidats déposent leur dossier pour la présidentielle du 25 octobre. Les prétendants avaient jusqu'à ce mercredi à minuit pour faire acte de candidature. L'Afrique compte plus de 122 000 millionnaires et 25 milliardaires. C'est ce qui ressort d'un rapport annuel publié hier, un nombre qui devrait augmenter de 65% dans la prochaine décennie. La surtaxe douanière sur les produits indiens passe de 25 à 50% ce mercredi. Le président américain Donald Trump met en exécution sa menace. Washington accuse New Delhi d'acheter le pétrole russe. Quand les parties contractantes décident de soumettre leurs litiges à l'arbitrage et non aux juridictions, on parle de clauses compromissoires. De quoi s'agit-il? On vous répond dans les grands formats de cette édition. Grande mobilisation hier à Bamako pour accueillir les aigles basketteurs. Les vice-champions d'Afrique retournent au Bercail après un parcours inédit en Angola. Madagascar, Maroc, c'est l'affiche de la finale du championnat d'Afrique des Nations qui se joue au samedi. Le fleuve Niger est-il devenu aujourd'hui un dépotoir? Difficile de répondre par la négative. Cette sève nourricière accumule les déchets plastiques ménagers et industriels. Face à ces périls, experts et acteurs interpellent la conscience collective. On en parle dans la chronique de l'environnement en fin d'édition. C'est tout pour les titres. 4 jours pour concevoir des projets solides et inciter les investisseurs potentiels. C'est à cet exercice que se livrent les experts nationaux réunis depuis hier à Bamako. Ils approfondissent également leurs connaissances sur les critères d'éligibilité et les mécanismes de financement du Fonds vert pour le climat. Djamba Moussa Konaté y était pour Mali Actualité. Cet atelier sur le financement climatique du Partenariat mondial de l'eau vise à mobiliser des ressources conséquentes, renforcer la résilience des communautés et accélérer la mise en œuvre des priorités climatiques et de développement durable du Mali. Il vise en outre à bâtir des projets solides capables d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations des populations dans le domaine de l'eau. Adama Bagayoko, coordinateur national du programme d'investissement continental dans le secteur de l'eau au Mali. Le présent atelier va permettre à nos acteurs nationaux d'avoir cette capacité eux-mêmes de développer les projets et de les soumettre aux institutions financières. Navon Sissé, président du Partenariat national de l'eau. La tenue de cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme continental d'investissement dans le secteur de l'eau et du projet de préparation multi-pays de l'Union africaine au Fonds vert. Au cours de ces 4 jours de travaux, les participants approfondiront leurs connaissances sur certaines notions garantissant des mobilisations de financement climatique. Daouda Traoré, directeur national adjoint de l'hydraulique. Cet atelier s'inscrit dans un projet vaste de l'Union européenne avec 15 pays dont le Mali. Nous allons nous concentrer sur un enjeu majeur, c'est renforcer les capacités des acteurs maliens à accéder au financement climatique. Zantigui Bouakoné, directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD. Au cours de ces 4 jours, vous aurez l'occasion d'approfondir vos connaissances sur les critères d'éligibilité et les mécanismes de financement du Fonds vert pour le climat, la structuration financière et la logique climatique des projets, l'intégration des dimensions sociales, environnementales, des genres et d'inclusion, la préparation de notes conceptuelles bancables assorties des cadres de suivi et évaluation robustes. La finalité recherchée, c'est de développer des projets ambitieux et à garantir un meilleur accès du Mali au financement du Fonds vert pour
le climat. En attendant l'accès au fonds vert du climat, le Mali mène une opération de séduction à Lusaka, en Zambie, pour mobiliser les partenaires en faveur de la production locale des intrants. Selon les statistiques, l'Afrique produit moins d'1% des vaccins dont elle a besoin. Le sujet est évoqué à la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Autre préoccupation dans le viseur, la disponibilité des produits sanguins de qualité. Les ministres en charge de la santé y participent. Les récits de nos envoyés spéciaux Koumba Sissé et Mbara Koumbaïga. À cette 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, aucun point ne sera oublié. Ce mardi, la communication était basée sur la problématique liée à la disponibilité des produits sanguins dans les pays africains. Au vu de la croissance des maladies transmissibles ou non transmissibles et des accidents, la demande en produits sanguins est forte. Il a cependant été constaté que le taux de donneurs est très bas dans presque tout le continent. Abdoulaye Keïta, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Bien que le Centre national de transfusion sanguine fait des efforts, des défis majeurs persistent, notamment la rupture fréquente des stocks et un taux de dons bénévoles encore trop faible. Pour y faire face, nous devons agir sur plusieurs leviers. Il s'agira de renforcer la gouvernance et la coordination nationale, de moderniser nos infrastructures, de garantir un approvisionnement durable en intrants critiques et de décentraliser nos services de transfusion pour atteindre toutes les régions du pays. Le Mali appelle à un soutien technique et financier accru des partenaires pour relever ces défis. En marge des travaux, une session de haut niveau sous la supervision du président de la République de la Zambie s'est tenue. Elle portait sur la promotion de la production locale des intrants et la mobilisation des partenaires Gavi et CDC. Ces partenaires se mobilisent pour le financement des vaccins de routine et interviennent aussi en cas de situation d'urgence en Afrique. En s'adressant aux participants, le président zambien s'est focalisé sur l'accès équitable aux vaccins, aux nouvelles technologies et à la recherche scientifique. Pour lui, l'Afrique doit adopter de nouvelles techniques pour la production locale des vaccins ainsi que d'autres produits pharmaceutiques. Car, selon les constats, notre continent produit moins d'1% des vaccins dont il a besoin. Lusaka, Koumba Sissé, Barakoumaïga pour l'ORTM. Oui, la transition est toute trouvée pour aborder l'actualité internationale. Première escale, la Côte d'Ivoire. Une incursion menée par des hommes armés non identifiés fait 4 morts. Plusieurs cases ont été incendiées, du bétail emporté, des engins de locomotion détruits selon l'état-major des armées ivoiriennes. L'attaque s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi dans le département de Téhéni, au nord du pays. Elle n'a pas été revendiquée. Cela ressemble à un acte criminel, affirme une source sécuritaire. C'est le premier incident meurtrier dans cette zone depuis 2021. Nous restons en Côte d'Ivoire où le chef de l'État Alassane Ouattara a déposé hier son dossier de candidature à la commission électorale indépendante pour l'élection présidentielle du 25 octobre. Il a été accueilli par des milliers de partisans habillés aux couleurs du parti rassemblés devant le siège de la CEI. Je viens déposer mon dossier de candidature à l'élection présidentielle, un acte que je pose en réponse à l'appel de mon parti et de nombreux Ivoiriens qui ont exprimé le souhait que nous continuions ensemble, a déclaré Alassane Ouattara. Les prétendants avaient jusqu'à ce mercredi minuit pour faire acte de candidature. Plus de 50 dossiers ont été déposés au siège de la commission électorale indépendante. Si les Ivoiriens votent le 25 octobre, les Camerounais, eux, sont appelés aux urnes le 12 octobre pour la présidentielle. Un collectif d'intellectuels appelle dans une tribune l'opposition à s'unir pour favoriser une alternance politique. Le collectif mentionne aussi la nécessité d'un projet de société. Les signataires insistent sur un projet de refondation nationale clair qui inclut une révision de la Constitution pour limiter strictement le nombre de mandats présidentiels et assurer une séparation des pouvoirs. La présidentielle, on en parle toujours, cette fois-ci en Angola, où le mouvement de résistance nationale doit désigner Yoweri Museveni, le président sortant candidat à l'élection présidentielle du 12 janvier 2026. Le mouvement tient ce mercredi et demain jeudi sa conférence nationale. Les partisans du chef de l'État mettent en avant son bilan, notamment la paix et la stabilité du pays, ainsi que la multiplication du PIB par 17 depuis son arrivée au pouvoir en 1986. Ces pays, comme d'autres du continent, ont certainement des millionnaires. Au total, l'Afrique compte
compte aujourd'hui plus de 122 000 millionnaires et 25 milliardaires. C'est ce qui ressort d'un rapport annuel publié hier par 3 structures dont New York Wilf. Les rapports révèlent ainsi une forte croissance du nombre de millionnaires sur le continent qui devrait augmenter de 65% dans la prochaine décennie. Un changement majeur par rapport à la fin du XXe siècle, période durant laquelle de nombreuses économies africaines étaient en déclin, précise le texte. De l'économie à la politique, le président français Emmanuel Macron reçoit ce mercredi au palais de l'Élysée son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye, une visite officielle qui doit ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre Paris et Dakar. Au menu des discussions, le dossier mémorial de Tcharogne. Le Sénégal réclame à la France l'intégralité de ses archives militaires et judiciaires sur le massacre de décembre 1944 et la reconnaissance du véritable nombre de victimes. Le président sénégalais effectue cette visite en France au moment où les États-Unis appliquent la surtaxe douanière sur les produits indiens qui passe ce mercredi de 25% à 50%. Une manière pour le président Donald Trump de sanctionner l'importation de pétrole russe par l'Inde. Le pays est parmi les principaux importateurs de pétrole russe après la Chine. Le président américain accuse New Delhi d'aider ainsi Moscou à financer sa guerre en Ukraine. AES, actualité. Dans la page AES de cette édition, direction Koudougou, où le centre hospitalier régional reçoit un important de lot de matériel médical. Nous sommes au Burkina Faso. Ce don est le fruit de la coopération sanitaire sino-burkinabé qui se renforce. Le geste contribue à offrir des soins de qualité aux patients de cet hôpital construit en 1988. Le témoin de cette cérémonie de remise est notre confrère de la radio nationale du Burkina, Albéric Bachono. Le matériel remis au CHR de Koudougou est composé de consommables médicaux et d'équipements techniques estimés à environ 4 500 000 francs CFA. Ce don contribuera à améliorer davantage la qualité de l'offre de soins au profit des populations, selon les représentants de la directrice générale du CHR, Jean-Marie Madioko Ema. Nous sommes dans une structure de soins dont les consommables sont toujours les bienvenus pour les différents services de soins. Ce que nous venons de recevoir, c'est un geste qui va contribuer à prendre en charge les différents patients dans les différents services. En plus de ces soutiens, l'ambassadeur de Chine au Burkina et la délégation médicale chinoise ont annoncé un financement de 30 millions de francs CFA pour l'extension du service de pédiatrie du CHR de Koudougou. Ce geste traduit la volonté de la Chine de consolider la coopération médicale et sanitaire entre les deux pays, a souligné le diplomate Zhao Denyong. Après la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso il y a 7 ans, la coopération sanitaire constitue toujours un pilier de notre collaboration bilatérale. Et on pourrait dire que le CHR de Koudougou, l'hôpital de l'amitié de Koudougou, c'est un symbole, on pourrait dire, particulier dans cette collaboration. Cet hôpital a été construit par la Chine dans les années 80. Donc on pourrait dire que CHR Koudougou constitue un résultat tangible pour la coopération sanitaire sino-burkinabé. La cérémonie a été suivie d'une visite guidée des différents services de l'hôpital. À l'issue de cette tournée, l'ambassadeur et sa délégation ont rendu hommage aux médecins chinois qui ont perdu la vie à Koudougou dans l'exercice de leur mission. De la santé à l'économie, pour parler de la visite de la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie du Niger. Elle se rend dans une entreprise tenue essentiellement par des femmes et spécialisée dans la production et la commercialisation des épices locales. Objectif, encourager la promotion des produits made in Niger et l'autonomisation des femmes. Awa Sefa de la Voix du Sahel était de la visite. Dans le cadre de sa mission de soutien aux initiatives locales et à la sauvegarde de la patrie, la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et sa délégation ont effectué une visite à Naps Épicerie, située dans le quartier francophonie de Niamey. Une entreprise dirigée par des femmes spécialisées dans la production et la commercialisation des épices locales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son engagement pris lors de l'événement 100% Made in Niger, promettant de rencontrer individuellement les femmes entrepreneurs afin de mettre en place des protocoles d'accompagnement et favoriser leur développement industriel. La visite a débuté par l'administration de l'épicerie où la présidente a rencontré la responsable et s'est informée sur le fonctionnement interne de la structure. Elle a pu constater l'organisation mise en place pour assurer une gestion efficace et transparente des activités ainsi que la manière dont les produits sont
choisie et suivie depuis leur production jusqu'à leur distribution. Ensuite, elle s'est rendue au moulin cœur de la transformation des épices où elle a observé le processus de fabrication de plusieurs épices qui sont très prisées par la population. Chaque étape de la transformation a été scrutée avec attention du tri des matières premières au broyage jusqu'au conditionnement dans des sachets prêts à être commercialisés. Après les mots d'ouverture, la directrice de Naps Épicerie Nabila Bako se réjouit de l'engagement pris par la présidente du FSSP et a exprimé sa gratitude pour le soutien promis. Prenant la parole au nom de la présidente du FSSP, sa chargée de communication Aminatou Nyandou a rappelé l'importance de soutenir les initiatives locales en soulignant que chaque visite est l'occasion d'écouter, observer et de comprendre les besoins spécifiques afin d'apporter un appui concret et adapté. Cette visite illustre la volonté du FSSP de soutenir activement les initiatives locales tout en veillant à la sauvegarde de la patrie à travers l'autonomisation économique des femmes. Ce n'est pas le jour de notre rendez-vous hebdomadaire consacré à la justice, mais on a voulu vous expliquer une disposition méconnue par bon nombre de nos compatriotes. La clause compromissoire dont il s'agit est un accord contenu dans un contrat où les parties s'engagent à soumettre les litiges futurs relatifs à ces contrats à l'arbitrage et non à se retrouver devant les tribunaux. Cette disposition existe tant au niveau des contrats commerciaux que civils. On en parle dans le grand format de cette édition, signé Draman Sanoko. Dans le monde des affaires, les contrats sont signés entre les parties. Le non-respect par l'une des parties peut engendrer un litige. Plusieurs voies de saisine juridictionnelle existent, parmi lesquelles la clause compromissoire. Elle est méconnue du grand public, alors qu'on recourt à ces mécanismes pour éviter de se retrouver dans les tribunaux étatiques. Moussa Traoré, citoyen. En fait, c'est ma première fois d'entendre la clause compromissoire dans un contrat même. Je n'ai aucune idée sur là-dessus. Mais je vais me renseigner dans l'avenir. Mouriba Diawara, citoyen. Je ne connais pas la clause compromissoire. C'est ma première fois d'entendre ce type de consensus par rapport à un contrat. Cheikh Tidiane Diarra est partie contractante. Il préfère l'arbitrage à la justice. Moi, j'ai choisi le centre d'arbitrage pour trancher mon affaire parce que c'est le contrat qui recommandait soit l'arbitrage ou bien le juge. La raison est que l'arbitrage est simple et rapide. C'est la première fois que je passe par l'arbitrage. Loin d'être un spécialiste des droits, Raoul Dignon a découvert l'arbitrage à travers son avocat. En conflit avec l'autre partie, il s'est confié à un arbitre pour y résoudre les différends. C'est du commun accord que nous avons convenu, les deux parties. Je l'ai découvert par la proposition de l'autre partie contractante, mais je suis allé voir les spécialistes. J'ai signé un contrat qui prévoyait, en cas de litige, de passer par voie d'arbitrage. De façon unilatérale, l'autre partie a résilié le contrat sans prendre en considération tout ce qui avait été cité comme problème qui pouvait être source de rupture. Et nous avons fait recours au SECAM, qui est l'autorité habilitée à faire des arbitrages. Tamba Kamara, issu de justice, nous explique comment est rédigée une clause compromissoire et quelles sont ses conditions de validité. D'abord, il faut formuler la clause de manière claire et obligatoire. Pour la deuxième partie, il faut d'abord définir l'institution de l'arbitrage. Troisième condition, pour rédiger une clause compromissoire, c'est-à-dire déterminer le nombre de l'arbitrage. La validité d'une clause compromissoire est régie par l'arbitrage au Mali. Les conditions sont encadrées par les textes de l'Organisation pour l'harmonisation en droit des affaires OHADA, dont le Mali est membre. La validité d'une clause compromissoire repose sur deux types de conditions. Nous avons les conditions de fond et les conditions de forme. En cas de force majeure, les amendements peuvent être apportés au cours de l'exécution du contrat. Selon l'huissier de justice, il est possible de remplacer une partie décédée au cours de l'exécution d'un contrat, mais cela dépend de la nature du contrat et des dispositions prévues par la loi et par le contrat lui-même. À en croire le directeur du Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali, la clause compromissoire est une ouverture au mode alternatif de résolution des conflits. Les avantages qui plaident en faveur de cette institution, nous avons la rapidité de la procédure, la confidentialité et la technicité des arbitres. Évidemment, les parties peuvent convenir d'un délai court. Ce délai sera obligatoirement d'une durée maximale de 6 mois. C'est ce que disent les textes en la matière. La confidentialité est une valeur sûre de l'arbitrage. Les parties sont prêtes à ne soumettre leurs litiges au public. Donc la clause compromissoire étant définie comme la convention par laquelle
les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d'un rapport d'ordre contractuel. Alors que le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un différend déjà né conviennent de le régler par la voie de l'arbitrage. En cas de décès de l'arbitre au cours de l'audience, la loi a déjà fixé les conditions de son remplacement. On doit retenir ici qu'en cas de décès d'un arbitre pendant une procédure d'arbitrage, la convention d'arbitrage prévoit généralement la nomination d'un remplaçant. Cette nomination se fait selon les règles initialement prévues pour la désignation de l'arbitre décédé. Peut-être le juge étatique qu'on peut solliciter pour le remplacement de l'arbitre décédé ou dans les institutions d'arbitrage également, le règlement permet à un comité technique de procéder au remplacement de l'arbitre décédé. En attendant la nomination du nouvel arbitre, la procédure d'arbitrage est suspendue. La clause compromissoire est bien plus qu'une simple clause juridique. Elle est un outil de gouvernance contractuelle, discrète mais puissante. Dans l'actu des sports, les Aigles du Mali, vice-champions d'Afrique de basketball, sont arrivés hier à Bamako. Un accueil chaleureux leur a été réservé après leur parcours historique en Angola. En football, Madagascar-Maroc, c'est l'affiche de la finale du championnat d'Afrique des Nations qui se joue samedi. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Aridou Matina. Ils sont arrivés hier au pays. Il s'agit des Aigles basketteurs, vice-champions d'Afrique à l'issue de l'afro-basket masculin en Angola. Tout comme à leur arrivée à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, ainsi qu'au stade Mamadou Konaté, les Aigles basketteurs ont été célébrés en pompe par le public sportif. Elhadj Diko est l'entraîneur des Aigles basketteurs. Il est au micro de Salif Ouedraogo. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie, mais un sentiment surtout de reconnaissance au peuple malien qui nous a soutenus du début jusqu'à la fin. Il faut reconnaître que ce travail est un travail du peuple malien. Tous les Maliens ont contribué à ce que nous ayons cette place. Ibrahim Chérif Aïdara, capitaine des Aigles basketteurs. Voir les sourires sur les visages des gens, c'est une fierté pour nous. Ça, c'est le Mali qu'on aime. On voit que la joie que le sport peut ramener à ce peuple, c'est trop. Et ça nous encourage vraiment à travailler davantage pour pouvoir amener satisfaction au peuple malien qui est la coupe. À la 31e édition de l'afro-basket masculin en Angola, les Aigles basketteurs ont réalisé un parcours historique en atteignant la finale. Toujours au plan national, lancement hier mardi du premier cours national pour préparateurs fédéraux du Mali. L'initiative de la Fédération malienne de football et de la direction technique, qui accorde beaucoup d'importance à la formation, vise à combler le déficit d'instructeurs de football au plan national. Le cours de haut niveau, qui s'étend sur quelques jours, enregistre la participation de 20 entraîneurs, dont la plupart est titulaire de la licence ACAF. Ousmane Guindo, directeur technique national. Il y a peu d'instructeurs au niveau national. Et pour que nous puissions promouvoir le développement du football national, il faut qu'il y ait plus d'instructeurs et surtout que dans la vision de la FEMAFOOT, il y aura des directeurs techniques régionaux qui seront mis à l'intérieur du pays. Donc pour cela, il fallait faire ces cours pour pouvoir pallier ces manquements. Dr Toubaï Kone, deuxième vice-président de la Fédération malienne de football. Nous lançons le tout premier cours national pour préparateurs fédéraux au Mali. Une initiative majeure qui illustre notre ambition, former, structurer et professionnaliser davantage le football malien. Sur le continent, championnat d'Afrique des Nations CHAN, co-organisé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. La finale oppose samedi 30 août Madagascar au Maroc. En demi-finale jouée hier mardi, Madagascar s'est imposé dans les prolongations 1-0 devant le Soudan et victoire du Maroc 5-3 à la séance des tirs au but face au détenteur du trophée, le Sénégal. Un but partout, c'était le score à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. En Europe, au registre des transferts, le Malien Daouda Guindo rejoint Brest, club de Ligue 1 française. Mis à l'essai durant une partie de l'été, le latéral gauche international malien s'est engagé avec le club breton pour une saison. Daouda Guindo a passé 4 ans avec le club autrichien de Salzbourg et était libre de tout contrat. À Brest, il retrouvera ses compatriotes Kamori Doumbia et Amidou Makalou. Après 18 ans dans la capitale espagnole, Lucas Vázquez va découvrir le championnat allemand. Le latéral droit international espagnol, qui a remporté 23 trophées avec le Real Madrid, s'est engagé avec le Bayer Leverkusen. À quelques jours de la fin du mercato, certains dossiers brûlants attirent toujours les attentions. Partira ou partira pas.
C'est le cas de l'attaquant suédois de Newcastle, Alexander Isak, le français Adrien Rabiot de l'Olympique de Marseille, le serbe Dusan Vlahovic de la Juventus de Turin ou encore Gianluigi Donnarumma, le portier italien du Paris Saint-Germain. Les nouvelles du capitaine des Aigles du Mali, Yves Bissouma. L'international malien du club anglais de Tottenham devrait quitter le club londonien et rejoindre le club turc de Galatasaray. Selon des sources concordantes, les négociations sont très avancées et que le joueur aurait déjà donné son accord. Chronique de l'environnement. Le fleuve Niger est-il devenu aujourd'hui un dépotoir? Difficile de répondre par la négative, vu l'état actuel de cette sève nourricière. Dans les lits du fleuve s'accumulent les déchets plastiques, ménagers et industriels, de quoi impacter sérieusement la biodiversité et impacter négativement les communautés riveraines. Face à ces périls, experts et acteurs de terrain interpellent la conscience collective. C'est le sujet de la chronique de l'environnement de ce mercredi, signé Agibou Koulibaly. Le fleuve Niger, artère vitale de notre pays, se meurt sous le poids de notre négligence. À chaque sac plastique qui flotte, chaque bouteille abandonnée, chaque déchet industriel déversé, c'est l'avenir du fleuve et de ceux qui vivent de ces eaux qui s'éloignent. Abdul Karim Samaké Badi, acteur engagé sur le terrain, explique les souffrances des populations. Nous constatons que certaines personnes, certaines catégories de gens qui vivaient le long du fleuve et qui s'adonnaient à l'extraction du sable, qui s'adonnaient à la préparation et au jardinage le long du fleuve. Ces activités, bien vrai que artisanales, pas industrielles, sont en train de souffrir aujourd'hui de ce fleuve qui est pollué. Et la dégradation de la qualité de l'eau rend toutes ces activités très difficiles. Ces populations qui sont là aujourd'hui, femmes, jeunes et vieux, sont en train de consommer ce fleuve. C'est une réalité cruelle. Un fleuve qui est de plus en plus consommé va donner une population de plus en plus malade. Pour Adama Sissoko, docteur en géographie et environnement, la pollution du fleuve Niger est un problème aux dimensions écologiques et sociales. L'anéantissement de la diversité biologique. Des poissons vont en mourir, des plantes aquatiques vont en mourir et des crustacés et d'autres constituants de la diversité biologique qui vont malheureusement en pâtir. Mais également, quand il y aura moins de poissons dans les eaux du fleuve Niger, c'est que cela va impacter autant de villes qui sont situées tout au long de ce fleuve. Pour Dr Sidiba, enseignant-chercheur à l'ENI-ABT, le problème est d'abord structurel. Je sais qu'il y a un bon plan d'urbanisme au ministère en charge des questions urbaines en général, mais planifier et puis exécuter, c'est là où il y a un gap, c'est là où il y a un manque. Souvent, les plans ne sont pas exécutés tels que planifiés pour diverses raisons, manque de ressources, peut-être des priorités qui changent en fonction du gouvernement et de l'état du pays, etc. Donc, tout ça n'est pas de nature à favoriser une gestion efficace et efficiente des déchets. Adama Sissoko, docteur en géographie et environnement. Les actions concrètes de l'État aujourd'hui, c'est tout d'abord la création de l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN. Ensuite, c'est la production du rapport sur l'état de pollution du fleuve Niger en décembre 2018. Ensuite, on a vu cette année 2025 un communiqué émanant du gouvernement malien à travers ses structures compétentes pour alerter sur la qualité des eaux du fleuve Niger. Autre action concrète de l'État, c'est la délivrance de récépissés aux associations et aux ONG qui interviennent pour la sauvegarde du fleuve Niger. Le fleuve Niger n'est pas une simple étendue d'eau, c'est un patrimoine vivant. Tant que nous continuerons à le considérer comme une poubelle, nous compromettons notre propre avenir. Préserver ces eaux est une obligation, un impératif moral et écologique pour nous et pour les générations à venir. C'était la chronique de l'environnement et c'était la signature de Agibou Koulibaly. Chronique qui met d'ailleurs un terme à cette édition, la première de Mali Actualité. Elle vous a été servie par un trio à la mise en onde de Soumaïla Diarra, à la mise en ligne Mohamed Koulibaly et au micro Bourama Traoré. Restez à l'écoute. Juste après moi, Doudou Temeli s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à vous.
où que vous soyez.